Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire. Ce mardi, nouvelle plateforme, le www.dip.bf pour mettre fin aux lourdeurs administratives et à l'utilisation des papiers physiques dans les déclarations. Lancées ce matin, les assujettis doivent sacrifier à la tradition. Il s'agit en clair de déclaration des biens, exception faite au président du Faso, aux ministres et aux élus nationaux. Explication en début de journal. À suivre également la une ce 4 août, date historique pour le Burkina, début de la révolution avec le capitaine Sankara. C'était le 4 août 1983, un petit cours d'histoire dans un instant. À l'international, les Italiens entre fierté et douleur. Le pont Morandi, fondé le 14 août 2018, fait place à un nouveau viaduc à Gênes, inauguré hier en grande pompe. Voilà pour le menu de ces 13h, mesdames et messieurs. Bienvenue. Le www.dip.bf, une adresse à retenir, c'est la nouvelle plateforme de déclaration d'intérêt et de patrimoine des assujettis à l'exercice, officiellement lancée ce matin par le président du Faso. L'obligation de déclaration de biens est avant d'entrer en fonction est l'initiative de l'ASE-LC, mais il y a des exceptions. On en saura plus sur cette plateforme avec Roger Kam et Draman Guéné. Par un clic, le président du Faso lance la plateforme de déclaration de biens en ligne www.dip.bf et finit les lourdeurs administratives et les piles de documents physiques dans les armoires de l'ASE-LC. Le président du Faso, les ministres et les parlementaires vont toujours déclarer sous format papier. Les autres assujettis vont le faire en ligne grâce à cette plateforme. C'est une opération chère à l'exécutif pour une gouvernance vertueuse. C'est pour renforcer les questions de transparence et c'est pour respecter également les questions d'intégrité. Je dois rappeler qu'aujourd'hui nous sommes le 4 août, je suppose que nous avons choisi la date par hasard et que cela correspond également à un moment de rupture dans la vie politique du Burkina Faso par la révolution et également de nomination par la suite de la Haute-Volta en Burkina Faso qui dit c'est le pays des hommes intègres. Donc je veux dire que nous sommes tous alliés dans ce sens et on souhaite que cette plateforme permette à chacun et à chacun du Burkina Faso qui travaille quelque part de savoir que l'intérêt c'est de travailler d'abord pour la nation et je pense que la nation sera toujours reconnaissante pour ses fils qui ont bien travaillé pour elle. C'est une initiative de l'ASE-LC qui s'entoure de toutes les garanties de sécurité. Un espace personnalisé est créé pour chaque assujetti. Seul avec l'ASE a accédé aux données. La plateforme est arrimée au site web de l'ASE-LC sur lequel le public pourra consulter les informations de déclaration déjà traitées. Après ce lancement officiel, une phase pilote d'enrôlement des assujettis sur la plateforme va immédiatement démarrer. Cette phase pilote concernera les assujettis des institutions de la République et permettra de consolider la solidité du système. Elle sera suivie de l'enrôlement de l'ensemble des assujettis prévus par la loi. Le coût de l'ensemble de ces deux phases, estimé à 90 millions de francs CFA, sera pris en charge par la Banque mondiale. Je ne ménagerai aucun effort pour mettre à la disposition de son institution les ressources techniques nécessaires au bon fonctionnement de cette plateforme. C'est une entreprise de plus de 473 millions de francs CFA financée par la Banque mondiale. Le partenaire s'engage encore à financer l'entretien du logiciel sur 3 ans. C'est un pas important et la Banque mondiale soutient l'agenda de la gouvernance, soutient les priorités du gouvernement dans l'économie numérique par la digitalisation. Donc nous allons à travers d'autres opérations pouvoir continuer à soutenir le gouvernement dans toutes ces actions qui visent à renforcer la gouvernance économique. Sur la plateforme, les assujettis doivent faire dans un délai de 3 mois les déclarations à la prise et à la cessation de service. Il leur est aussi fait l'obligation de mettre à jour chaque année les déclarations faites.
La plateforme lancée ce matin même, 4 août, et si la révolution nous était à nouveau comptée. Le 4 août 1983, il y a de cela 37 ans, un commando dirigé par le capitaine Isidore Thomas Noël Sankara sous la bannière du CNR, le Conseil national de la révolution, renversa le régime du commandant président Jean-Baptiste Ouédraogo, un CNR avec à la clé de grands changements sociopolitiques et économiques qui font rêver les voltaïques d'antan. Sankara et sa révolution. Le reportage est signé Urbain Benito Somé et Aimé Solange Digma. La question du jour que vous rappelle la date du 4 août 1983. Une question apparemment banale, mais beaucoup moins quand on écoute les réponses dans les rues de la capitale. C'était le premier jour. C'est le premier jour de notre composition à l'examen du bac. Le 4 août. L'indépendance de notre pays. Et puis, bon, ce qui me rappelle encore plus dans le mois d'août, c'est surtout l'avènement de la révolution, bon, qui a fait beaucoup un changement pour le pays. Le 4 août 83, et des sous-officiers ont pris leurs responsabilités et opéré un coup d'État au commandant, mais c'est au commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Proclamation de l'indépendance, autosouveraineté de notre pays. En 1983, je pense que c'est le moment crucial au Burkina Faso. Et on a vu les bonnes choses de la révolution. Je pense que c'est en 1983 que la genèse du développement a commencé au Burkina Faso. Et l'étudiant Antoine Ilboudo a bien raison. Le 4 août 1983 s'est ouverte une nouvelle page de l'histoire politique du Burkina. L'aboutissement de la lutte entre plusieurs courants politiques. Des luttes qui ont franchi un cap le 17 mai 1983, date à laquelle Thomas Sankara, alors Premier ministre sous le Conseil pour le salut du peuple, CSP2 de Jean-Baptiste Ouédraogo, est arrêté, soupçonné de comploter avec la Libye dans le but de renverser le régime. Puis il est placé en résidence surveillée le 30 mai 1983. Pendant ce temps, des manifestations de rue sont organisées par les groupes révolutionnaires clandestins. Blaise Compaoré réussit à passer à travers les mailles du filet et rejoindre sa base à Pau. Le 4 août 1983, le capitaine Blaise Compaoré et des centaines d'hommes marchent sur Ouagadougou avec l'aide d'autres militaires et de civils sur place. Coup d'État la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Haute-Volta. Un coup d'État ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins modérés. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir. La journée du 4 août 1983, pourtant commencée comme une journée ordinaire, connaît des rebondissements qui ont conduit à une négociation entre les groupes marxistes clandestins et le pouvoir en place. Une négociation à l'issue de laquelle Jean-Baptiste Ouédraogo proposait de se démettre de ses fonctions afin de faciliter la constitution d'un gouvernement de transition qui ferait l'unanimité. Pendant que tous se quittèrent vers 20h30, en prenant rendez-vous pour minuit, Blaise et ses hommes étaient déjà en place dans les endroits stratégiques. La capitale est plongée dans l'obscurité par une panne provoquée par des partisans de la révolution. Les premiers coups de feu éclatèrent vers 21h. Peu avant 22h, Thomas Sankara et Gilbert Diendéré arrivaient à la radio. Sankara s'adresse alors au pays dans un discours où il annonce la création du CNR, le Conseil national de la révolution, et précise les raisons du coup d'État. Rendre à notre pays son indépendance et sa liberté et à notre peuple sa dignité. Notre objectif, poursuit-il, c'est la défense des intérêts du peuple voltaïque, la réalisation de ses profondes aspirations à la liberté, à l'indépendance véritable et au progrès économique et social. Les professeurs Caron, les vomissures de la contre-révolution. Le 4 août 1983 marquait donc le début de 4 années de révolution, 4 années de bouleversements sociopolitiques et économiques qui ont pris fin avec l'assassinat du capitaine président le 15 octobre 1987.
Aujourd'hui, 4 août, le professeur Basile Guissou nous ouvre ses portes. Il est l'un des idéologues de la révolution. Cette révolution d'août 83 n'est pas seulement une aventure militaire, elle est une idéologie politique inspirée de la doctrine marxiste, foi du professeur Guissou, pour qui les révolutionnaires sont arrivés au pouvoir avec un programme bien peaufiné contenu dans le DOP, le discours d'orientation politique. Roger Cam et Pascal Cani, explication. Un coup d'État ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins modérés. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir. Ce qui s'est passé le 4 août 1984 est loin d'être un simple coup d'État militaire. C'est l'aboutissement d'un processus intellectuel amorcé depuis les amphithéâtres voltaïques et français par des jeunes voltaïques déterminés à changer le cours de l'histoire de leur pays. C'est la conviction d'un des acteurs principaux de cette période de la vie politique burkinabé. Le professeur Basile Guissou, l'une des têtes pensantes de la révolution, refuse qu'on lui parle de coup d'État purement militaire. C'est bien une révolution. Et les circonstances politiques de l'époque, marquées par une dégradation du climat politique et une désillusion des indépendances, ont favorisé leur action. Je dis souvent que le noyau qui a fait le CNR, le Conseil national de la Révolution, on était 10. 3 du PAI, c'est Adama Touré, Philippe Ouedraogo, Souman Touré. 3 de l'ULC, c'est Sommet Dieudonné Valère, Talata Eugène Dondassé et Basile Guissou, moi-même. Maintenant, pour les militaires, il y avait les 4. C'est Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Lengani et Henri Zongo. C'est les 10 qui ont composé le premier gouvernement. Donc, ce n'est pas juste de croire que c'est des militaires qui ont fait un coup d'État. C'était un coup d'État. Le coup d'État n'est rien d'autre que le renversement d'un régime par un autre, par la violence, c'est tout. Voilà. Mais nous disons que c'était un coup d'État révolutionnaire. N'en déplaise à nos détracteurs, il y avait un problème de fond qui était posé. Le pays avait besoin d'un changement profond. Que nous, en 1978, nous avons défini comme étant une révolution démocratique et populaire, à contenu économique bourgeois. Nous, on a étudié, on ne raconte pas des histoires. Quand vous lisez nos documents, vous savez que ça c'est des personnes qui ont pris la peine de faire des enquêtes, de réfléchir, de voir ce qui s'est passé ailleurs pour faire une proposition politique. Donc les histoires qui consistent à dire que bon, on était des rêveurs, des idéalistes, tantôt des dictateurs, tantôt des antidémocrates, etc. Là, franchement, je m'en démarque. Camarades, l'impérialisme. Aussitôt installé, le Comité national de la Révolution trace les sillons de son programme avec le discours d'orientation politique DOP prononcé par son président, le capitaine Thomas Sankara, le 2 octobre 1984. Ce discours, qui deviendra la Bible de la Révolution, est clair. Ce régime est venu pour tout changer et rien ne pouvait l'arrêter. Voilà la direction dans laquelle nous voulons aller. Et celui qui va se mettre au travers de nous, il va nous sentir. C'était ça. Le fond, c'est ça. Et la ligne, c'était quoi, grosso modo? C'est la ligne révolutionnaire. On a analysé nos sociétés là. Il y a ceux qui sont pour la révolution, qui peuvent faire la révolution, qu'on appelle à faire la révolution. Et il y a ceux qui vont combattre la révolution. Et eux, on sait sans quartier, c'est à la guerre comme à la guerre. La révolution devait marquer une rupture avec ce qui s'est passé avant, pour montrer qu'on n'est pas là pour parlementer, pour pinailler, pour faire le malin, circuler avec des sirènes, avec des belles voitures, etc. Ce n'était pas ça notre problème. On voulait arrêter la mendicité dans notre pays vis-à-vis de l'extérieur, la conviction dans la tête de nos populations que nous sommes pauvres, nous sommes condamnés, nous ne pouvons rien, nous sommes le dernier pays, il n'y a pas de richesse du sol, il n'y a pas de richesse du sous-sol. On voulait mettre fin à ça. C'était un mythe. Avec le recul et au regard de l'histoire politique du Burkina Faso, le professeur Guissou estime que lui et ses camarades ont fait ce qu'il fallait pour leur pays. Le Burkina Faso ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui sans cette période brève mais tumultueuse de l'histoire du pays. Il n'y aurait pas eu une insurrection populaire et il n'y aurait pas eu une démocratie de cette qualité-là au Burkina. Donc, les changements-là découlent de la rupture qu'il y a eu en 1983. Parce que c'était une rupture même de génération. C'est une génération politique qui était remerciée et une autre qui arrivait.
Aujourd'hui, le discours d'orientation politique de la révolution est certes entré dans les archives, mais il a durablement transformé le Burkina Faso. Ces artisans en sont conscients. Ils pensent avoir fait leur part du boulot. Il appartient à la nouvelle génération de remplir sa part du contrat en tenant compte bien sûr de l'histoire. En ce jour anniversaire de la Révolution, allons à Gawa, du haut des collines du Bafouilly. Vous verrez la cité de Thomas Sankara construite en 1984. Une soixantaine de villas érigées pour servir de logement aux fonctionnaires. Eh bien, c'était la belle époque, au dit des anciens. Hélas, certains bâtiments de cette cité sont actuellement dans un état de dégradation avancée, constat de Oumarou Sagnon et Romial Patrice Toué. Cité du 4 août de Gawa. Des bâtiments de l'époque révolutionnaire, toujours habités par des populations. Construites entre 1984 et 1985, ces maisons ont été érigées sous la houlette du capitaine Thomas Sankara pour héberger les fonctionnaires travaillant à l'époque à Gawa. C'était difficile à un fonctionnaire de trouver une maison pour loger à Gawa. Et le cri d'alarme a été entendu par le président Thomas Sankara, qui voyait qu'il fallait doter d'abord des villes moyennes de l'habitat pour les fonctionnaires qui allaient être affectés ici. Et c'est ainsi que dans les 10 villes moyennes du Burkina Faso, il a décidé de faire 20 villas par ville. Mais Gawa en a eu 60. Hommes, femmes, jeunes, vieux, tous se sont donc mis à la tâche. Et c'est avec fierté et détermination que chacun apportait sa pierre à la construction de cette cité. Vous voyez, quand on vient le matin seulement, le ciment est là. C'était bien organisé. C'est pas comme si maintenant on vient donner 10 sacs, on va prendre 3 sacs et puis faire le travail, bouffer les 7 sacs là. Non, c'est pas ça. Quand on vient, le ciment est là, le sable est là, le banco là est là. Vous voyez, les briques là, c'était en parpaing. Quand vous mettez dans la moule seulement là, vous pressez ça, et vous enlevez immédiatement. Vous pouvez le prendre, poser. Le lendemain seulement, vous construisez avec ça. Et on était content de le faire. Cadeau, je vous dis, mais nous on était contents de le faire. Ça chantait, ça riait, ça dansait et on construisait. La main-d'œuvre venait de partout de la région. Yul Bruno était à l'époque fonctionnaire à Bati. Chaque localité avait un certain nombre de logements à construire. Au niveau de Batié, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'on devait avoir une dizaine de villas à construire, hein? Mais ce n'était pas facile. De nos jours, seulement quelques bâtiments sont toujours bien entretenus. La majeure partie de ces logements sont dans un état de dégradation avancée. Certains sont même déjà tombés. Une situation qui fend le cœur de ces personnes qui ont participé à l'œuvre populaire. Quand on regarde ces bâtiments aujourd'hui qui sont délaissés, moi j'avais la force, on n'allait pas vendre ces cités-là. L'État même devrait mettre sa main pour reconstruire ça, tous ceux qui sont gâtés, et puis arranger ça, donner en location. Pour la majeure partie de ces personnes qui ont vécu la période révolutionnaire, de tels travaux communautaires sont difficiles à réaliser de nos jours au Faso. Pour eux, l'individualisme et l'incivisme ont pris de l'ampleur au pays des hommes intègres, mettant à rude épreuve le patriotisme et l'esprit de sacrifice. Autre point de l'actualité, il y a du nouveau menu chez nous, Cuisine Roadshow. C'est votre nouvelle émission télé-réalité à la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina. Une émission de concours culinaire en partenariat avec l'agence Pixelis qui met en prise une centaine de candidates de 13 régions du pays. Jean-Eudes Bayala, Amadou Marcelto. 2000 francs CFA. C'est au tour de la candidate numéro 2. Une nouvelle émission de télé-réalité sur les antennes de la télévision du Burkina. L'émission Cuisine Roadshow. C'est un concours culinaire qui vise à faire découvrir et à promouvoir les mets du Burkina. Une émission portée par l'agence Pixelis. Cuisine Roadshow veut embrasser un peu toute la diversité culturelle et promouvoir le patrimoine culinaire burkinabé et d'ailleurs. Cuisine Roadshow met en compétition 18 candidates sans distinction socio-professionnelle. Un programme qui bénéficie du soutien et de l'accompagnement de la RTB. La RTB est très heureuse de participer aux côtés de l'agence Pixelis autour de Cuisine Roadshow parce que c'est une émission à travers laquelle toutes les couches sociales du Burkina vont se retrouver. C'est une tribune de valorisation
de nos produits locaux. Vous savez, on peut manger équilibré, sain, bio, raffiné avec du produit 100% burkinabé. Donc la RTB sera très heureuse de porter à l'écran cette émission-là pour égayer les populations. Aussi, nous allons faire une immersion à travers Cuisine Roadshow dans les marchés. Durant plus de 3 mois, les téléspectateurs pourront donc suivre les différents matchs de cette compétition chaque semaine sur la télévision nationale. Dans l'actualité internationale, une innovation et pas des moindres pour faire face au Covid-19. Le Portugal vient de mettre sur pied un robot radar pour des opérations de désinfection des hôpitaux. Un robot autonome capable de neutraliser les bactéries et les virus. Regardez. Les robots à la rescousse dans la lutte contre le coronavirus. Celui-ci est capable de mener à bien des opérations de désinfection de manière autonome en milieu hospitalier. Mis au point par un institut de recherche à Porto, il a été testé à l'hôpital Saint-Martin à Valongo, Portugal. Le coordinateur du projet explique les avantages de ce système innovant. Le robot est muni de capteurs de mouvement. Il peut s'éteindre tout seul pour ne pas gêner en cas de présence de personnes, car ces radiations pourraient être dangereuses. Ce robot désinfecte tout, le coronavirus, mais aussi d'autres germes et bactéries. Ce robot, surnommé Radar, garantit une parfaite désinfection aussi bien des surfaces que de l'air. Selon ses concepteurs, son efficacité est proche de 100%. En ces temps de pandémie, la recherche sur ces systèmes autonomes a de beaux jours devant elle. Un nouveau viaduc inauguré hier en grande pompe à Gênes, en Italie, 2 ans après le drame qui a fait 43 victimes suite à l'effondrement du pont Morandi. Ce joyeux symbole de la Renaissance marque pour certains un nouveau départ. Le 14 août 2018, c'était une journée pluvieuse quand un tronçon de 200 mètres du pont Morandi s'est effondré, faisant 43 victimes. Comme un signe du ciel, la pluie s'est abattue sur Gênes ce lundi. Près de 2 années ont passé et un nouveau viaduc a été inauguré en grande pompe. Le symbole est fort, celui d'une renaissance et de pouvoirs publics capables d'agir efficacement. Le nouveau pont signé de l'architecte star Renzo Piano a été construit en un temps record. Un peu plus d'1 an s'est écoulé depuis que les ruines de la tragédie ont été définitivement soufflées à l'explosif. La planification a été un aspect fondamental du projet. Nous voulions terminer à temps en fournissant des résultats probants. Il était donc essentiel de pouvoir planifier toutes les tâches quotidiennement, heure par heure, du début à la fin. Selon nombre d'observateurs, cette reconstruction pourrait constituer un modèle à suivre dans le contexte de la crise économique actuelle. 200 millions d'euros d'argent public pour tourner la page d'une des pires catastrophes de l'histoire récente de l'Italie. Cela a été une grande chance pour nous et ce pour plusieurs raisons. Nous voulions aider le pays et c'était la raison principale. Mais grâce à l'attention que nous avons reçue des médias, nous avons montré à tous ce que nous sommes capables de faire. I veri assenti di oggi sono le famiglie delle vittime. La plus grande absence aujourd'hui aurait été celle des familles des victimes. Pour elles, il n'y a rien à célébrer puisque 43 personnes ont perdu la vie ici. Elles ont seulement accepté la lecture des noms de leurs proches. Elle, Possetti, a perdu 4 membres de sa famille dans l'effondrement du pont Morandi. Elle a depuis pris la tête d'une association de victimes. Cette journée, elle l'a redoutée, car cette cérémonie se déroule sur ce qui est pour elle un lieu de mémoire. Nous n'avions pas envie d'y participer, parce qu'être là, debout à une telle hauteur en pensant à ce qui s'est passé ce jour-là, aurait été trop dévastateur. Nous ne voulons pas nous expliquer, nous voulons simplement que les autres personnes respectent notre peine. Le gestionnaire de cette portion d'autoroute, filiale du groupe Benetton, est accusé par la justice d'avoir négligé l'entretien du pont. Mais le procès de la tragédie pourrait ne pas intervenir avant plusieurs années. Revue de presse avant de refermer cette édition à la une des quotidiens les 4 et 5 août, date historique pour les Burkinabés. La révolution 83 et l'indépendance de 1960, des moments historiques largement commentés par nos confrères. La lecture croisée des journaux avec Vincent Kenderbeogo.
Dans le journal Citoyen, le 4 août 83, compté par professeur Basile Guissou, et selon lui, la révolution d'août 1983 a été un long processus qui date depuis les années 70 et elle est l'aboutissement de longues luttes et de combats d'idées pour transformer nos pays, et ce en relation avec des jeunes militaires comme Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lengali. Le 4 août, une référence dans l'histoire politique du Burkina Faso avec des bouleversements qui vont permettre à notre pays d'effectuer une rupture et un nouveau départ. L'intégrité si chère à Thomas Sankara semble avoir foutu le camp. Non, ce n'est pas parce que les citadins de Bobo et de Ouaga sont dans des bars qu'il n'y a plus d'hommes intègres, retorque professeur Guissou. Il est seulement impossible d'avoir des Burkinabés à 100% intègres. Et si on dit que les partis sankaristes ou dits révolutionnaires n'arrivent pas à percer, l'ancien directeur général du CNRST n'est pas du tout d'accord. Et Rochman Christian Kaboré, nommé DG de la plus grande banque de la place et plusieurs fois ministre, tout ça sous la révolution, répond-il. Après le 4 août, il y a le 5 août et demain, le Burkina Faso commémore ses 60 années d'indépendance, commente l'observateur Palga. Une date importante mais quelque peu éclipsée pour diverses raisons, notamment le différé de la célébration au 11 décembre pour coller avec la proclamation de la République le 11 décembre 58. Pour en arriver à la proclamation de l'indépendance, il a fallu au moins une quinzaine d'années pour le vent de l'émancipation qui a soufflé sur les anciennes colonies. 60 ans après, l'euphorie des indépendances a laissé place au désenchantement. La faute à la France qui est partie sans être partie ou aux nouveaux États qui n'ont pas su négocier ce virage de leur histoire politique. L'observateur Palga s'interroge. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.